Il est 16h50, soyez les bienvenus dans votre grand dossier. Si je vous parle de guerre, vous avez forcément une idée très précise en tête. Vous pensez à des chars, vous pensez à des hommes en treillis, dans des tranchées, vous pensez à des munitions ou des bombes larguées depuis des avions. Eh bien, vous avez tort. La guerre aujourd'hui, c'est bien plus que ça. Et ça, l'Ukraine et la Russie l'ont parfaitement intégré. Et nous, Français, et nous, Européens, eh bien, on a pris un sacré coup de pied dans le derrière parce qu'apparemment, on n'a rien vu venir. On est désormais à la traîne. On a été distancé. Là, vous pouvez voir les drones au sol s'afficher sur la carte. Ils peuvent voler sur 10, 15 km. Ils décident seuls de la trajectoire vers la cible. On est en retard là-dessus. La France a toujours eu je pense, la volonté d'aller vers ça. Là, il y a une accélération par les conflits. Et donc, on va lancer des drones dans tous les domaines. Il y a eu ces derniers mois une révolution de la guerre, une révolution de la guerre. C'est pas moi qui le dis, ce sont les Russes qui viennent donc de publier un bilan de l'évolution de la guerre moderne, une espèce de grand rapport concocté déjà par un général et également un analyste de Moscou. On va détailler tout ça dans un instant avec le colonel Per de Jong. Bonjour à vous, vice-président de l'Institut Thémis, spécialiste de géopolitique. Jean de Glignasti, bonjour à vous. Vous êtes ancien ambassadeur de France en Russie, notamment. Aline Levaille-Crémer, bonjour à vous également. Vous êtes journaliste, vous êtes également cofondatrice du collectif Stand With Ukraine. Et enfin, Lucas Manget, bonjour à vous également, grand reporter, spécialiste des questions internationales. Alors, ce rapport, on va le voir dans le détail. En gros, il nous dit que le visage de la guerre a changé aujourd'hui. Oubliez les chars, oubliez les tranchées, on va plutôt parler de satellites et de drones. Mais une première question déjà que je vous pose à vous tous, est-ce que nous, encore aujourd'hui en Europe, français notamment, on a encore une image de la guerre comme celle de 39-45. Est-ce que notre logiciel a complètement périmé aujourd'hui, Lucas? Je pense que les images de la guerre en Ukraine, de l'invasion russe en Ukraine, ont permis à tout le monde de voir que la guerre avait changé profondément. Alors vous dites plus de chars, plus de treillis, c'est partiellement exact, parce qu'en fait c'est un mélange des deux. Et c'est-à-dire que ce qu'on voit depuis le début de la guerre en Ukraine, c'est une guerre extrêmement électronique, énormément de drones, beaucoup de nouveaux outils de la guerre, mais qui continue de l'être de plus en plus. Qui le sont, avec une accélération phénoménale ces derniers 12 mois. Mais aussi des tranchées, des chars, des treillis et des hommes qui meurent sous des balles. Il y en a encore. Le conflit en Ukraine est un exemple, et peut-être, je parle sous votre contrôle, colonel, le meilleur exemple de guerre qui soit à la fois archaïque dans la partie tranchée et ultra moderne. On a les deux guerres, celle de la guerre de 14 et celle de 2025 en même temps. Colonel Per de Jong, on va, si vous le voulez bien, s'orienter vers l'écran, parce qu'on a besoin de vous pour décrypter un petit peu justement ce que ce rapport russe suggère exactement. Déjà, dans un premier temps, il dit qu'il faut remplacer, je dis bien remplacer l'homme par des robots et des drones pour les assauts. Il dit aussi qu'il faut laisser davantage les drones ouvrir le feu. C'est pas déjà le cas, ça ? Alors, pas tout à fait, parce que là, on est vraiment dans Skynet, c'est les films qu'on peut voir, où la machine aurait en fait la capacité de décider elle-même si elle doit tirer ou pas sur un adversaire ou un ennemi. Donc c'est déjà relativement compliqué. Aujourd'hui, on est encore sur un modèle dans lequel vous avez un opérateur qui est à l'arrière. Le deuxième point, bien évidemment, les pertes en Ukraine ont été tellement incroyable, je veux dire, dans notre mental d'Européens, c'est impensable, même pour les Russes et les Ukrainiens, c'est impensable. Donc aujourd'hui, il faut économiser les hommes, d'autant que les opinions publiques n'acceptent plus d'avoir autant de pertes. Donc bien évidemment, aujourd'hui, il y a massivement, dans l'ensemble des pays, dans le monde entier, il y a une espèce de logique aujourd'hui qui vise à s'équiper avec des drones. Et quand on parle de drones, c'est pas seulement des drones aériens, c'est des drones navals, des drones qui vont à longue distance, etc., etc. Donc il y a toute une panoplie de drones. Le drone, c'est quoi? C'est un engin qui fonctionne par lui-même, dans lequel il n'y a pas de pilote. C'est ça un drone. Alors ça, c'est pour le côté technique, mais il y a également le côté humain. Le côté humain, il est important parce que vous allez voir que ça a un impact, justement, la manière dont on va s'équiper par rapport aux soldats. On recommande notamment des petits groupes dispersés de 2 ou 4 hommes et également d'infiltrer lentement l'ennemi pour neutraliser les opérateurs de drones. Ça, en fait, c'est une nouvelle manière de faire la guerre. Ça, c'était pas du tout commun. Et depuis pas longtemps, depuis la bataille de Potrovsk, en gros, ça fait à peu près 1 an, les pertes russes ont été extrêmement importantes. Les Ukrainiens ont vraiment joué avec le terrain. Ils étaient bien implantés. Donc, bilan de l'opération, ça a forcé les Ukrainiens, mais également les Russes, en fait, à s'interdire de se rassembler. Il est hors de question. Un exemple, un transport de troupes transporte 12 hommes, une dizaine d'hommes pour faire court. Dès que vous avez un drone qui va le tuer, vous tuez 10 hommes en même temps. Donc aujourd'hui, les hommes se transportent par mobilette, par moto, dans les voitures civiles, etc., pour limiter les pertes. Le deuxième point, ça a obligé les hommes à se déconcentrer. Enfin, il n'y a plus de concentration possible. Donc les hommes, aujourd'hui, ils passent plus de temps aujourd'hui à se protéger plutôt qu'à
qu'à évoluer. Ce qui veut dire concrètement, ceci explique pourquoi, le front aujourd'hui à Potrovsk est un front qui fait en gros une dizaine de kilomètres, où en fait vous avez une espèce de répartition de petits points durs, ukrainiens ou russes, etc. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire ? On cherche à faire ce qui est marqué dans le dernier carré. Concrètement, on va s'infiltrer, on va chercher à trouver des solutions dans les espaces laissés libres. Parce qu'aujourd'hui, ça laisse beaucoup de place. Mais ceci étant dit, dès que vous sortez de votre trou, l'homme n'est plus protégé. Et là, vous avez un système de drone qui peut éventuellement, effectivement, capter tout ce qui va se passer. Vous avez un système qui, la chaleur de l'homme, la visibilité. En fait, le champ de bataille est transparent. C'est ça le grand changement. On va voir ce que ça veut dire d'ailleurs. Tout se voit aujourd'hui. Et c'est ça le vrai problème. Donc, encore une fois, les Russes ont, bien évidemment, comme toujours, la doctrine. Donc, ils ont modifié cette doctrine de Gerasimov. Ils sont en train d'alléger le système pour que les hommes pour qu'il y ait moins de pertes et qu'ils soient plus efficaces, particulièrement dans les combats qu'ils ont avec les Ukrainiens, qui eux sont en défensive. Donc, ils sont pas obligés d'avancer. Donc, en fait, ils sont pas obligés de s'exposer. Donc, c'est un vrai changement dans le paradigme des Russes. On verra ce que ça donnera. Merci beaucoup, colonel. Justement, vous le disiez, doctrine, et ça, Jean de Glignasti, c'est un peu toute la clé, parce que jusqu'ici, il y avait des lignes qui étaient très claires de la part des Russes. La doctrine, elle est ce qu'elle est, on n'en bouge pas. Est-ce que cet appel peut être entendu par les Russes ? Est-ce qu'ils peuvent la modifier, cette doctrine, en pleine guerre ? Alors, il y a différents types de doctrines. Il y a la doctrine nucléaire, et puis il y a les doctrines tactiques, dont je ne suis pas un grand spécialiste, mais ce qui est sûr, c'est que... Le commandement militaire russe est très rigide. Voilà, alors là, il s'est adapté, comme l'a dit M. Manget, avec une vitesse folle, puisque en fait, les vrais maîtres des drones, c'était les Ukrainiens, c'était pas les Russes au début. Oui. Donc ils se sont adaptés, C'est probablement toujours le cas d'ailleurs. Et c'est probablement toujours le cas. Peut-être pas en quantitatif, mais en qualitatif. Donc ils se sont adaptés très rapidement. Ils ont acheté des drones à l'Iran. Ils ont travaillé eux-mêmes, repris le drone iranien Shahid pour en faire quelque chose de spécifique avec des améliorations. Donc il y a tout ça. Et puis il y a une question morale qui se pose à nous, qui se pose pas aux Russes et qui, j'imagine, ne se pose pas non plus aux Ukrainiens en période de combat. C'est ce qu'on appelle les drones tueurs. Parce que pendant très longtemps, par exemple en France, on s'est interdit de laisser une machine décider de la vie ou de la mort d'un individu. Il fallait nécessairement quelqu'un derrière son écran. Et là, je crois qu'on est en train d'abandonner ça, et c'est ce que vous avez cité, mon général, c'est-à-dire ce qui était à l'écran. Les drones doivent pouvoir décider de tuer ou de ne pas tuer. Donc ça veut dire que cette étape est largement franchie de la part des Russes. Je suis pas sûr qu'elle ait été complètement franchie du côté français. J'ai un petit doute. On va en reparler tout à l'heure. Et effectivement, c'est une clé dans la compréhension de la guerre aujourd'hui dans le monde dans son ensemble. Aline Lebesgue-Reimer, j'aimerais quand même vous faire entendre ce que dit aujourd'hui Volodymyr Zelensky. Selon lui, en effet, alors il voit comme nous aujourd'hui, il lit ce rapport russe, mais lui ce qu'il dit c'est que, comme le dit à l'instant Jean de Glignasti, la Russie a déjà depuis longtemps investi sur les drones, tout comme l'Ukraine en son temps d'ailleurs, mais la Russie a déjà fait une grande partie du travail. Écoutez. Ici, à Kherson, ce sont chaque mois des milliers de drones qui viennent frapper la ville. Aujourd'hui, la menace est constante. J'ai donc demandé à notre brigade de sécurité aérienne sans pilote, les oiseaux de Magyar et d'autres unités, d'étendre les capacités défensives de la ville. Cela devient d'une importance capitale. Des dizaines de milliers de drones, Aline Lebesgue-Reimer. Mais si la Russie voulait aller encore plus loin, est-ce qu'elle a l'argent pour le faire ? C'est de l'argent qu'on va devoir enlever d'un autre poste de dépenses de guerre. Et surtout, est-ce qu'elle a les cerveaux aussi pour le faire ? C'est une grande question. En tout cas, ce qui est certain, c'est que l'Ukraine essaye de faire tout pour qu'elle ait le moins d'argent possible. Et c'est notamment lié à la campagne de frappe sur les raffineries, les stocks de métaux, les infrastructures. On parle de quand même de moins 37% de capacité de raffinage en moins pour la Russie. Donc il y a vraiment un enjeu stratégique national de l'Ukraine à cet endroit-là. Il est très clair, il est dit, il est absolument pas caché, il est même complètement revendiqué. C'est moins, il y a de raffinage et de pétrole, c'est égal de l'argent pour l'appareil militaire, pour la machine de guerre. Donc c'est des vies sauvées, des capacités technologiques en moins, des ressources en moins. Donc ça, c'est lié. Je voulais dire aussi, à propos de ces images de là où il parle aussi, Volodymyr Zelensky, il est à Kherson, parce qu'aujourd'hui, ça fait 3 ans très exactement que la ville a été libérée, sachant que depuis, sur la question des drones, en particulier depuis 1 an, parce qu'il y a eu un bond technologique qui a un peu surpris tout de même côté russe, où ils sont devenus beaucoup plus intelligents.
les drones, pas forcément, voilà, les drones, parce que il y a le tabou total autour de l'IA qui a sauté. Donc les Ukrainiens s'y étaient mis, mais c'est ce qui a un peu surpris les troupes, si je puis me permettre, en Ukraine, c'est ce bond technologie, notamment via une brigade dédiée qui s'appelle Rubicon, qui était à la pointe de ces ciblages sur les civils, qui est incessant sur les civils de Kherson. C'est connu mondialement, comme les gens en parlent, comme du safari humain, c'est-à-dire qu'on a en permanence sur la ville de Kherson des drones qui survolent avec ces allées faites de filets de pêche, certains bretons d'ailleurs, parce qu'il y a une grande opération humanitaire bretonne en direction de l'Ukraine, où les civils essayent de se protéger comme ils le peuvent, parce que c'est un enfer. On a vu Angelina Jolie aussi débarquer à Kherson cette semaine auprès de ces civils qui vivent sous une menace constante absolue de ces drones tueurs qui les visent traquent, les voitures, les civils, les personnes âgées, les enfants, les cyclistes, tout ce qu'on veut. Donc ça, c'est une espèce de pression, voilà, militaire. C'est une stratégie de terreur russe que d'utiliser ces drones à dessein de plus en plus nombreux et de plus en plus intelligents pour aller frapper les civils à l'arrière également.